Bien, professeur Gori, qu'on revienne à l'historique du néolibéralisme. Donc, en fait, c'est enfin, pas une idéologie, c'est un dogme. J'insiste sur ce mot. Personnellement, je le vois vraiment comme un dogme, mais certaines personnes le voient comme une idéologie. En fait, c'était apparu à enfin, dans l'école de Chicago dans les années 50. Oui. Donc, c'était apparu dans un contexte académique, malheureusement. Mais voilà, c'est des universitaires qui n'étaient enfin, qui étaient assez spéciaux pour avoir créé une telle croyance. Et malheureusement, ça a petit à petit, donc années 50, années 70, ça s'est propagé dans la politique. Et en fait, si on prend l'exemple de la France, on peut dire qu'en France, depuis le début des années 80, voire même fin des années 70, on peut dire que l'idéologie néolibérale a commencé à prendre racine. Je sais même que Mitterrand, qui n'était pas, on va dire, une personne, comment dire, parfaite au niveau moral, lui-même se plaignait de cette arrivée, de cette nouvelle idéologie, entre guillemets. Et petit à petit, en fait, depuis, en fait, ça n'a fait qu'empirer. Hein. Donc, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, et aujourd'hui, alors là, c'est la bombe atomique, c'est l'explosion atomique. Macron, en fait cette idéologie, entre guillemets, n'a fait que progresser avec un succès extraordinaire. Et en fait, relativement peu de résistance comment dire, au niveau du peuple, ou alors une résistance qui a rencontré le bâton, en fait, la violence légitime de l'État, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, si vous voulez, je crois que c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'on peut dire qu'en gros, vous savez que De Gaulle disait après moi, il n'y aura plus de dirigeants politiques, il n'y aura que des comptables et des gestionnaires. Bon. On peut dire, lui disait, n'est-ce pas, la politique de la France ne se fait pas autour de la corbeille, c'est-à-dire autour de la bourse. Bon, aujourd'hui, elle se fait auprès des sondages d'opinion, savoir si on va confiner ou pas. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le président Macron ne prend pas une décision politique fondée sur les conseils sanitaires. Il va, en fonction du taux d'audience, d'acceptabilité par les Français, décider s'il le fait ou pas. Donc aujourd'hui, ce sont les sondeurs qui gouvernent finalement la France. Bon, et le monde, je pense, d'une manière plus générale. Alors, après De Gaulle, il y a eu Mitterrand, qui était dans l'ombre, bien sûr, du gaullisme, mais qui restait quelque part un homme politique. Chirac a assuré un peu le service de suite, comme vous savez, comme il a pu, dans une posture plus radicale socialiste que de droite. Et la droite néolibérale, elle arrive avec Sarkozy. C'est 2007. Et à partir de Sarkozy, même dans la constitution, si vous voulez, des cabinets ministériels, ce qui va prévaloir, ce ne sont pas les grands serviteurs de l'État, ce sont les avocats d'affaires. Et on peut dire que ensuite, ça va continuer. Hollande par mollesse et Macron par adhésion théologique. Macron, c'est la religion saint-simonienne de l'éthique entrepreneuriale, et c'est pour ça qu'il considère que la nation est une nation start-up et l'État est une entreprise. Quand il s'adresse au préfet en 2017 en Guyane, il leur dit: vous êtes les entrepreneurs de l'État. Donc en quelque sorte, n'est-ce pas, le modèle dominant de la politique d'Emmanuel Macron, c'est l'entrepreneur. Et bien sûr, on peut dire que les deux obstacles majeurs qui se sont dressés devant lui, c'est les gilets jaunes, qui constituent la vérité du discours macronien, puisque le discours macronien, en gros, c'est un homo economicus, encore une fois, auto-entrepreneur de lui-même, n'est-ce pas, où il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas besoin de solidarité, il n'y a pas besoin d'empathie, etc. Et les gilets jaunes le rappellent à l'ordre en disant: nous sommes là. C'est-à-dire, ils sont en quelque sorte sa vérité, c'est qu'il avait laissé de côté l'altérité, si vous voulez, l'autre en quelque sorte du discours macronien. Bon. Et puis l'épidémie. Parce que l'épidémie, n'est-ce pas, comme vous le savez, la pandémie du Covid, ce qu'elle met en évidence, c'est ce que disait d'ailleurs Charles Nichols, si j'ai la citation, et quand je la cherche, je vous la donnerai, mais en gros, ce que dit Charles Nichols, 1933, c'est-à-dire celui qui justement
c'est le grand fondateur, je ne l'ai pas là, tant pis, c'est le grand fondateur de la microbiologie des maladies infectieuses, 1933. Ils disent que nous apprend les épidémies, c'est que nous sommes frères et solidaires, puisque justement, c'est par les interactions entre nous que l'épidémie se développe. Donc, et là, on voit d'ailleurs la politique mondiale, combien elle peut être catastrophique, parce que nous sommes aujourd'hui, vous l'avez vu, vous le savez, dans un nationalisme vaccinal, où ce sont les pays les plus riches qui captent les vaccins. Donc, on va avoir d'une part la Chine qui se protège avec ses vaccins, les États-Unis avec les siens, voyez, et dans tout ça, l'Europe va bien évidemment pâtir d'une politique stupide que vous connaissez, n'est-ce pas, et puis, bien évidemment, comme disait l'autre, le reste du monde, c'est-à-dire tous les autres pays, n'est-ce pas, eh ben, ils vont devoir attendre qu'on veuille bien leur donner quelques vaccins de ci, de là, au moins quand même pour protéger leur gouvernement. Bon. Et ça, c'est tout à fait dramatique parce que c'est tout à fait, justement, on a un très bel exemple avec la pandémie, surtout que c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière, enfin la première façon de parler, puisqu'il y a eu en moins de 10 ans au moins déjà 6 épidémies, mais encore une fois, qui ne sont passées plus ou moins inaperçues puisqu'elles n'ont pas touché les pays dominants, c'est-à-dire notamment les États-Unis et une partie de l'Europe. Donc, pour le coup, Ebola, etc., toutes ces maladies n'ont pas été autant comptabilisées qu'elles auraient dû l'être, à mon avis, puisqu'elles annonçaient en quelque sorte qu'elles étaient les éclaireurs d'une grande chaîne épidémique que connaît l'histoire de l'humanité depuis le néolithique, pour aller vite. Hein. Alors, le plus terrible, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, aussi bien les Gilets jaunes qui ont, en quelque sorte, qui se sont dressés sur la route du pouvoir macronien que l'épidémie, mettent en évidence que nous sommes des êtres vulnérables et que nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin de fraternité, nous avons besoin de vivre et de travailler ensemble pour pouvoir justement parer aux difficultés que nous pose la nature par le biais des épidémies, mais auxquelles nous contribuons, puisque c'est aussi notre manière de vivre qui a modifié le biotope et qui, de par la déforestation, de par l'érosion des sols en vue d'une industrialisation agricole, de par, si vous voulez, la manière dont nous avons exploité la nature autant que nous nous exploitons nous-mêmes et que nous exploitons les autres, nous avons modifié les conditions d'émergence justement des microbes, qu'il s'agisse encore une fois des bactéries, des virus, des prions, etc. Donc l'épidémie, c'est l'homme, pour aller vite. Et donc pour en revenir, si vous voulez, à votre question, il va de soi que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui met en évidence que, je serais tout à fait d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas justement une idéologie, que le capitalisme néolibéralisé est une catastrophe puisqu'il risque de conduire non seulement à la destruction de la planète, mais à l'extermination des humains, ou en tout cas d'une grande partie des humains. C'est ça qui est important. Alors, ça, c'est un point qui est essentiel. C'est-à-dire que l'épidémie, aujourd'hui, elle fait presque la preuve expérimentale que la logique actuarielle, que la logique néolibérale est terrible pour l'humain, qu'elle va produire sa disparition si justement on ne corrige pas le tir. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que on peut dire que le néolibéralisme, vous savez, moi j'aime beaucoup Walter Benjamin. Walter Benjamin dit dans un ouvrage, un fragment d'ouvrage sur la religion du capitalisme, le capitalisme n'a pas besoin de dogme, c'est une religion purement cultuelle, c'est-à-dire c'est un ensemble de cérémonies et de cultes. C'est-à-dire c'est nos procédures, nos procédures d'évaluation sont les cultes par lesquels nous rendons hommage, n'est-ce pas, au dieu argent, si vous voulez, du capitalisme néolibéral. Et ce qui est très important, c'est de voir aussi la différence. C'est que l'ordolibéralisme, qui est un peu dans les années 30, si vous voulez, vise en quelque sorte à libérer les marchés de l'entrave de l'État, tout en conservant une part de protection sociale dont l'État est garant pour éviter, si vous voulez,
que la casse sociale soit trop importante. Lorsque l'école de Chicago, Gary Becker, Friedman et autres s'impose, si vous voulez, aux États-Unis, c'est sur l'idée que non seulement il faut libérer les marchés, ça c'est la vieille thèse physiocratique qu'on avait déjà au XVIIIe siècle, mais il faut que les marchés deviennent le modèle qui façonne l'ensemble des manières de penser le monde, ce dont on a parlé tout à l'heure, et donc que les États se modèlent sur les marchés qui deviennent les garants de la vérité des décisions de l'État. C'est très, très important. Et il ne faut pas penser que le néolibéralisme, c'est moins d'État, c'est une erreur. Il faut bien comprendre que le néolibéralisme, c'est l'État fabriqué par les marchés qui lui donnent les modèles pour fonctionner et qui décident de savoir si les décisions que l'État prend sont bonnes ou pas. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez véritablement, avec le capitalisme néolibéral, vous avez véritablement une colonisation de l'ensemble des institutions de l'État, services et politiques compris, par les marchés qui décident de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Et ça vous explique, par exemple, que la Commission européenne se soit fait, passez-moi l'expression, mais baiser, excusez-moi l'expression, il faut quand même le dire, la Commission européenne s'est fait baiser par les laboratoires pharmaceutiques, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas les vaccins. Et nous n'avons pas la possibilité politique d'agir sur les industries pharmaceutiques. Nous sommes démunis, désarmés. Et tout ça parce qu'effectivement, dans les années 50-60, l'école de Chicago a en quelque sorte conseillé les décideurs états-uniens et ils se sont fait la main dans les années 60-70 en Amérique latine. La chute de Salvador Allende en 1973, n'est-ce pas, au Chili, et en quelque sorte la victoire de la politique néolibérale. Et ensuite, n'est-ce pas, 1980, en Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Et il faut bien voir que Ronald Reagan comme Margaret Thatcher sont des criminels de civilisation. Ils ont détruit le tissu social et culturel qui permettait de réguler les marchés financiers en donnant aux marchés financiers, n'est-ce pas, en leur donnant le pouvoir politique, non seulement de décider, mais de contraindre les individus et les institutions à s'aligner sur leur manière de penser, ce que j'appelle la rationalité pratico-formelle. Voyez, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, 1980, c'est les États-Unis. Vous le savez, l'Europe, n'est-ce pas, recycle les surplus américains. Il faut 10 ans pour recycler les surplus américains. Donc, l'Europe s'y met dans les années 90, n'est-ce pas, en particulier avec Margaret Thatcher, qui est une catastrophe. Et puis, bien sûr, en France, en Italie, en Allemagne, etc. Et donc, alors moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous apporter. La bonne nouvelle, c'est que le néolibéralisme est mort. C'est-à-dire que justement, en tant que conception du monde, en tant qu'idéologie, si vous voulez, bien que ça, je sois assez d'accord avec vous, bon, même peu importe, c'est mort. Plus personne ne peut croire qu'il y a une réduction des inégalités sociales grâce, encore une fois, grâce à la richesse produite par le néolibéralisme et par une théorie du ruissellement qui permettra aux plus pauvres de bénéficier des acquis des plus riches, etc. Ça ne tient plus la route. Bon. Donc, plus personne n'y croit. Plus personne, avec la pandémie, plus personne ne peut croire que de laisser intégralement au secteur privé la maîtrise de la vie sociale et de la vie politique, ça puisse nous amener le bonheur, puisqu'on risque de crever de la pandémie, tout simplement parce qu'on n'aura pas de vaccin ou qu'on n'aura pas de matériel sanitaire comme les masques, comme les réactifs de test, comme les respirateurs, comme les lits de réanimation. Mais aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs, si on prend l'exemple du gouvernement français, on voit bien qu'il ne gère pas l'épidémie, il gère le remplissage des lits de réanimation pour pas que l'on ait trop de gens dans les couloirs, n'est-ce pas, et que finalement la population se rende compte que cette politique depuis 2007 est une catastrophe. Donc pour éviter la révolution, on éponge, n'est-ce pas, on éponge gentiment au fil des morts, n'est-ce pas, la possibilité de ce qui est tolérable ou pas.
il ne faut pas oublier qu'on a fermé 100 000 lits hospitaliers. Donc, si vous voulez, on va là dire que c'est la faute du virus, mais on oublie qu'en 2015, il y a une recherche de l'Université d'Oxford qui met en évidence que la compression des moyens accordés aux hôpitaux conduit à une surmortalité de 30 000 personnes. 30 000 personnes sont mortes en 2015 liées à la logique austéritaire des établissements hospitaliers au Royaume-Uni. Donc, si vous voulez, on va dire qu'en France, et c'est terrible, il y a, je ne sais plus, en année, 80 000 morts, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne tient pas compte de tous les morts produits par la réduction des moyens accordés aux établissements hospitaliers. Vous voyez. Donc, il faut bien voir que, on va dire en France, c'est effectivement la présidence Sarkozy qui marque la rupture. C'est le moment où effectivement on tombe dans l'apothéose du New Public Management, c'est-à-dire une gestion des institutions publiques, des services d'intérêt général sur le modèle d'entreprise concurrentielle. Encore une fois, que les entreprises soient concurrentes en termes de production de marchandises ou de produits financiers, pourquoi pas? C'est le secteur de l'économie libéralisée, mais que par contre, ce qui n'est pas économique, le social, le politique, et ce qui ne doit pas être assujetti, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes budgétaires, mais ce qui ne doit pas être assujetti à un mode de pensée économique, à partir du moment où c'est écrasé par ce mode de pensée économique, alors effectivement, c'est là où commence la faillite du système culturel et moral. Oui, donc effectivement, le Covid est un révélateur de la supercherie qui est le néolibéralisme. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à appeler ça une idéologie. Et effectivement, donc au niveau européen, c'était assez scandaleux parce que, enfin, personnellement, j'ai travaillé dans le public, notamment en France. Et voilà, donc quand vous gérez l'argent public, quand même, c'est pire que c'était votre propre argent, en fait. Donc là, quand je vois que l'Union européenne, qui a un marché énorme, qui avait en face donc, plusieurs multinationales, donc labos pharmaceutiques, qui faisaient qui développaient chacun son propre virus. Donc en fait, donc normalement, elle aurait dû faire jouer la concurrence déjà, hein, et puis en tant que marché énorme, elle aurait dû avoir un levier phénoménal pour voilà, imposer quand même le minimum de conditions déjà décentes, on va dire, en termes de marché public. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est exactement le contraire, c'est qu'ils ont même levé toute responsabilité des labos pharmaceutiques vis-à-vis des problèmes qu'il y aurait eu derrière à cause de ces vaccins. Donc, moi, si j'étais labo pharmaceutique, je ne me prendrais vraiment pas la tête à tester correctement ces vaccins. Je ferais juste en sorte qu'ils arrivent le plus vite possible sur le marché, hein, ce fameux marché qui est toujours central, et voilà, à rechercher la rentabilité pure. Et sachant que derrière, en tant que labo pharmaceutique, on a plutôt intérêt à tout le temps avoir des malades quand même. Hein. C'est ça qui fait tourner le business. Hein. Donc, si le vaccin crée lui-même des nouveaux malades, c'est que bénéfice pour le coup. Et du coup, effectivement, c'est scandalisant. Et je pense que ça démontre effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la colonisation des esprits. C'est-à-dire le néolibéralisme a colonisé les têtes de ces différents commissaires de l'Union européenne, de ces différents décideurs au niveau de ce gouvernement, enfin de la Commission européenne, de ce gouvernement de l'Europe. Et en fait, pour certains d'entre eux, sont peut-être corrompus, peut-être, hein, mais pour beaucoup, j'imagine, en fait, ils font ça de bonne foi, entre guillemets. Ils sont vraiment convaincus de ces histoires-là, de néolibéralisme, de rentabilité des multinationales, etc. Et quitte à ce soit, enfin, ils ont oublié complètement l'intérêt des peuples qui payent leur salaire et leurs différents avantages. Et en France aussi, c'était assez scandaleux parce qu'il y avait un stock de masques, je me souviens bien, qui avait été détruit. Et c'était juste un petit peu avant la pandémie, comme toujours. Hein. D'ailleurs, ça s'est déroulé un peu comme à la manière d'une comédie dramatique. Hein. Quelqu'un qui aurait écrit un scénario, je ne pense pas qu'il aurait fait mieux que ce qui s'est vraiment passé. Et effectivement, le cirque qui consistait à dire aux gens que le masque n'était pas nécessaire. Et
et puis voilà, et puis il y avait une pharmacienne, si je me souviens, qui avait été sanctionnée pour avoir osé vendre des masques, donc en pleine pandémie. Enfin, des choses qu'on a du mal à croire, si on voit dans un film. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, depuis effectivement retournement de situation, donc les masques sont absolument indispensables. Maintenant, on parle même de plusieurs couches de masques. donc là aussi, comment dire, la supercherie est révélée donc d'autant plus. Et donc aujourd'hui, effectivement, il nous parle de passeport vaccinal. Et du coup, donc, pour limiter encore plus les libertés, même post-vaccination, même post-arrivée des vaccins, hein, pour le coup. Et oui, donc c'est vraiment, on est dans le totalitarisme. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui étaient tendrement bercés par cette douce musique du libéralisme, du marché, des chiffres, qui commencent à ouvrir les yeux. Enfin, je ne sais pas vous exercez comme psychothérapeute, professeur. Donc, je pense que vous avez quand même, vous avez, comment dire, des capteurs au niveau de la société. Qu'est-ce que vous constatez sur l'année passée, hein, depuis l'arrivée du Covid à ce niveau-là? Alors, peut-être juste avant de répondre à cette question, préciser aussi, puisque nous étions partis de la domination, que nous sommes dans un mode de domination bien particulier. C'est-à-dire, ce n'est pas une domination patriarcale ou féodale, n'est-ce pas, ou patrimoniale, pour aller vite. Nous sommes dans un mode de domination par, si vous voulez, je dirais, un système anonyme, un système formel, un système légal, c'est-à-dire si vous voulez, une machine qui produit en quelque sorte des normes sans avoir besoin de les identifier ou de les référer à quelqu'un. C'est un point qui est très important. C'est-à-dire que c'est la base même de nos sociétés modernes, en quelque sorte. C'est ce type même de domination. J'aurais bien aimé justement pouvoir vous lire un passage de Weber là-dessus, si je le retrouve. Vous voyez, alors bon, mais écoutez, tant pis, je ne vais pas le retrouver, mais ce qui est très intéressant, on est dans un mode de domination bureaucratique. C'est cela qu'il faut, si vous voulez, retenir, c'est-à-dire que l'agir communautaire se fait de manière anonyme et normative. Mais ce n'est pas des normes transcendantales imposées par des idéaux ou par des textes religieux. C'est un système de normes qui s'impose. Or, la norme, il ne faut pas oublier ce que disait Georges Canguilhem, c'est la somme des exigences imposées à des existences. Vous allez comprendre, ça rejoint votre question, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, les normes sont produites, si vous voulez, par un certain nombre de procédures, de protocoles, à la fois du droit dur et du droit mou, c'est-à-dire à la fois des textes de loi, à la fois des recommandations, des obligations, des conseils, des avis, etc. Et c'est comme ça qu'on va influencer le comportement de chacun. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque la pandémie a commencé à atteindre l'année dernière justement la France, ça a été la sidération. C'est un peu mon dernier bouquin, et si les fondements avaient déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances, je vous le montre pour faire de la pub, n'est-ce pas? Il va de soi qu'on a été sidéré parce que quelque chose a fait effraction à quoi on n'était pas préparé, et ça a eu un effet de traumatisme, puisque le traumatisme est le produit à la fois d'un état d'impréparation et d'un choc de l'environnement. Si on est préparé, on a peur, on est angoissé, mais on peut parer. Si par contre on n'est pas préparé, c'est la surprise, c'est l'effraction, si vous voulez, et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, la blessure du psychisme. Alors je crois que les gens, d'abord, tout simplement, ils ont été traumatisés, ils ont été sidérés, ils ont eu peur, ils ont eu tendance au repli, à la solitude, au désespoir, à l'inquiétude. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'au premier confinement en France, n'est-ce pas, au mois d'avril, mai, les citoyens français ont accepté ce confinement dans la mesure où ça correspondait un peu à leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de se replier pour se refaire une santé psychique à même de supporter ce choc de la pandémie. Alors, effectivement, ce qui a été absolument terrible, c'est l'affaire des masques, puisque l'affaire des masques mettait en évidence que l'État n'avait pas tenu sa parole et que sous le gouvernement Hollande,
c'est un socialiste. La ministre Marisol Touraine, avec notamment Jérôme Salomon, qui est toujours le directeur général de la santé aujourd'hui, comme vous savez, après nous avoir raconté des cracks pendant des semaines, n'est-ce pas, ce qui est absolument affligeant, eh bien, avait non seulement laissé détruire un stock de masques qu'on avait de plusieurs millions de masques chirurgicaux et de masques FFP2, n'est-ce pas, mais en plus avait laissé faire la fabrique de masques bretonne, qui était à plein pot, je crois, n'est-ce pas, parce qu'ils n'avaient pas honoré l'engagement qui avait été celui de l'État d'acheter 60 millions, je crois, de masques par an pour garder un stock utilisable. Donc, du coup, l'usine a d'autant plus facilement fermé qu'elle avait été rachetée par un fonds américain et en gros, ce dont nous aurions besoin, c'est retrouver aux États-Unis, n'est-ce pas, je ne sais plus dans quel département ou quelle région des États-Unis, mais enfin, peu importe. Donc, si vous voulez, on s'est retrouvé démunis. De la même manière, et ça donne un exemple très concret, n'est-ce pas, au propos de tout à l'heure, de la même manière, les réactifs de test, les bouteilles d'oxygène, n'étaient plus fabriquées en France, mais étaient externalisées. C'est-à-dire que comme ce qui comptait pour les entreprises, c'était le moins 10 ans, on est allé finalement, n'est-ce pas, acheter ce dont on avait besoin en Chine ou en Inde, et on ne l'a plus produit sur le territoire national, ce qui a produit du chômage, des fermetures d'usines, etc. Et ça nous a fait perdre notre souveraineté sanitaire nationale. Alors maintenant, le président Macron a beau jeu de dire « nous voulons notre souveraineté nationale, mais nous avons plus les moyens ». Il a facilité, au contraire, lui et ses prédécesseurs, ils ont facilité justement l'externalisation de la fabrique du matériel sanitaire. Alors, on a le même problème au niveau, si vous voulez, des vaccins. Alors, bien sûr, le deuxième confinement à l'automne a été un peu moins suivi, puisque les gens commençaient à en avoir ras le bol, et en plus, on les avait libérés sans condition pendant l'été, de manière à ce que faire tourner le commerce. Donc là aussi, il faut bien voir que quand vous avez, ne parlons pas des médias, c'est une catastrophe, je ne veux même plus en entendre parler, mais quand vous avez en gros des gens qui sont interviewés en disant oui, mais si on ferme, je vais perdre mon commerce, etc. Mais on ne se rend pas compte que de toute façon, on ferme les lieux culturels, les musées, les théâtres, n'est-ce pas, on ferme également les restaurants, on ferme, si vous voulez, depuis des mois, tous ces lieux de fréquentation, tout en laissant les grandes surfaces d'ailleurs. Hein. Ça aussi, il faut le voir. Donc, si vous voulez, entre guillemets, on s'aperçoit à quel point on s'est laissé désarmer, et on s'est laissé désarmer par les procédures concurrentielles d'une économie mondialisée où il s'agit de faciliter le profit et non pas, encore une fois, même l'économie. On parle beaucoup d'économie, mais si vous voulez, on voit bien comment, en quelque sorte, d'avoir laissé externaliser la fabrique des masques, des bouteilles d'oxygène, d'avoir fermé des lits à l'hôpital, ça coûte cher, ça coûte des milliards maintenant. Donc ce n'est pas une bonne affaire. Ça n'a été une bonne affaire que pour le court terme. Et tout mon ouvrage est centré là-dessus. Nous sommes dans une logique court-termiste aujourd'hui, et donc c'est même pas, on ne peut même pas parler de bonne économie ou d'économie saine, puisque le profit que l'on permet à des actionnaires à court terme, ensuite ce sont les citoyens qui le payent à long terme. Et si vous prenez l'affaire, n'est-ce pas, des vaccins, on voit bien comment Sanofi a préféré fermer certains postes de chercheurs pour payer les actionnaires. Donc aujourd'hui, ce n'est même pas, si vous voulez, les industriels, ce n'est même pas, encore une fois, les acteurs de l'économie qui sont les patrons, qui pilotent en quelque sorte l'économie mondiale, ce sont les actionnaires. Donc ce sont les rentiers. Donc nous sommes dans une civilisation de rentiers. Et là, il y a quelque chose qui est tout à fait terrifiant. Alors je ne sais pas du tout comment, bien sûr, les citoyens réagiront à ce désastre, encore une fois, de gestion de la crise sanitaire. Je ne peux pas vous dire. Sur le passeport vaccinal, il faut être sérieux. Un passeport vaccinal, même constitutionnellement, ne serait valable qu'à condition que l'on ait vacciné une grande partie de la population et à condition
que chacun qui a un droit, qui a une égalité de droit d'accès au vaccin. Or, pour accéder au vaccin, vous n'imaginez pas, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut faire. Donc, je ne vois même pas comment, une fois de plus, l'Union européenne, elle fait de la com. Vous voyez, Macron fait de la com, c'est de la propagande publicitaire. Encore une fois, si on était dans le même état qu'Israël, qui a vacciné 40% de sa population et qui continue à vacciner en masse et qui fait une propagande même pour que les gens se vaccinent, il n'y aurait pas de problème. On peut très bien envisager effectivement que quelqu'un a le droit de choisir. Soit il a une carte d'identité vaccinale où il a été atteint du Covid, donc il a les anticorps, et à ce moment-là, il a le droit d'accéder à des lieux, soit il préfère ne pas être vacciné, et ben, certains lieux sont interdits. Bon, d'abord, il faudrait que la décision ne soit pas le fait du maître de maison simplement, mais qu'elle soit discutée par les citoyens, qu'elle soit décidée démocratiquement. Voyez. Donc, mais là, je ne vois pas comment, avec un pourcentage aussi bas de gens vaccinés, avec une inégalité d'accès au vaccin, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir, ou alors vraiment, ça sera une étape supplémentaire dans le coup de force qui permettra, je dirais, un gouvernement de privilégier. Alors justement, est-ce que ça ne peut pas être aussi donc une manière de tenir les gens tout le temps au garde à vous, hein, tout le temps prêts à subir peut-être une restriction supplémentaire, une contrainte supplémentaire. Psychologiquement, est-ce que c'est une manière de mieux contrôler les gens, de tout le temps voilà, leur mettre dans l'horizon des menaces qui pourraient les toucher Oui, alors, je pense que, je dirais parce qu'on n'a même plus besoin de ça, puisque d'une certaine façon, si vous voulez, il y a déjà longtemps que par le biais de ce qu'on appelle avec Michel Foucault une biopolitique des populations, c'est-à-dire, si vous voulez, lorsqu'on n'a plus de récit, de grand récit national ou transcendantal, c'est-à-dire porteur de la religion, porteur de la République, pour aller vite, il faut bien trouver des motifs pour que les gens vous obéissent. Et la plupart de ces motifs, depuis déjà 2 siècles, c'est la santé. Donc, davantage vous médicalisez l'existence, davantage vous étendez à l'infini les normes de santé, davantage vous vous dotez des moyens de leur demander de se soumettre à des normes. Donc, effectivement, l'extension sociale de la norme, comme l'appelle Michel Foucault, elle a lieu déjà dans la deuxième moitié du XIXe siècle et elle n'a cessé de s'étendre avec, au début du XXe, l'étendue du médical à la sphère de l'intime. C'est-à-dire, on va de plus en plus se mêler de votre manière de vivre au nom du bien-être, au nom de la santé, etc. Donc, en gros, on n'a pas besoin, je dirais, du coup de force qui est fait aujourd'hui pour obtenir la soumission des gens par des logiques de domination qui se prévalent de la santé pour influencer les comportements, pour en revenir au début de notre échange sur la domination. La domination, si vous voulez, biopolitique, elle est déjà solidement installée dans la culture de la plupart des États, on va dire, occidentaux, et donc elle n'a pas besoin de la pandémie. La pandémie peut constituer un tour de vis supplémentaire, mais déjà cette logique de domination sanitaire, elle est déjà très largement implantée et dans les institutions et dans les esprits. Je crois que c'est ça. Moi, je suis très bourdieusien à ce niveau-là. L'État, ce n'est pas simplement les institutions et les services. L'État, c'est aussi un ensemble de règles qu'on a intériorisées et auxquelles insidieusement on adhère. On retrouve la question de la domination. L'État, c'est aussi un état mental pour l'élite. Alors là, on va voir parce que le futur est quand même relativement ouvert dans la mesure où je ne sais pas du tout comment les citoyens vont réagir dans les mois qui viennent en fonction des politiques sanitaires. Je ne sais pas. Mais
si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de nouvelles normes pour pouvoir soumettre des individus.